Est-ce que vous aussi, vous avez parfois cette sensation de déjà-vu? Ou alors le mot au bout de la langue? Ou encore mieux, le matin quand on se réveille et on ne sait même plus si c'est un rêve ou une réalité? Moi, personnellement, ça m'arrive très souvent. Et bien pour toutes ces trois expériences, il y a un seul responsable, c'est notre cerveau. Et avec Marion, toutes les deux, on n'a pas eu froid aux yeux et on s'est plongé dans l'univers des sciences cognitives. Alors, c'est un mot complexe, je recontextualise. Les sciences cognitives, c'est un ensemble de plusieurs sciences. Et il y aura donc de la psychologie, de la neuroscience, de la sociologie. Et ça étudie le comportement humain, animal et artificiel. Mais aujourd'hui, on va plutôt parler de l'humain. Et on est là devant vous pour vous parler du cerveau, donc cet organe extrêmement complexe, mais surtout pour parler de nos histoires, de ce qui nous a marqués et des découvertes qu'on a fait sur notre cerveau. Et donc, pour commencer, je vous propose une première immersion dans ma propre vie. Je vais vous parler plutôt d'art et de créativité pour commencer. Certains redoutaient le sport, d'autres redoutaient la philosophie ou encore les maths. Moi, c'était l'art plastique. Alors peut-être qu'il y en a qui se retrouveront dans la salle. J'étais une catastrophe en art plastique. J'avais pas une seule note au-dessus de la moyenne. Donc c'est vrai que mes profs se demandaient comment c'était possible. Mes parents aussi. Voilà. Donc c'était assez compliqué. Voilà. C'était vraiment quelque chose que j'avais vraiment aucune appétence là-dedans. Et donc c'est quelque chose que j'ai mis sous le tapis et que j'ai mis de côté et que dès que j'ai pu l'arrêter, c'est ce que j'ai fait. Voilà, j'y pensais plus, je faisais plus d'art plastique, les travaux manuels, c'était à la poubelle. Et donc dès que j'ai fini mon collège, je ne faisais plus du tout de création, peu importe. Et puis est arrivé le lycée et plus notamment le bac de philo. Voilà, donc moi j'ai passé mon bac de philosophie en 2017. Peut-être qu'il y en a qui auront eu le même sujet que moi dans la salle. Donc j'arrive, donc c'était un lundi matin à 8h, et je retourne la feuille, et le sujet était le suivant. Une œuvre d'art doit-elle être forcément belle? Donc là, je regarde le sujet, et je me dis, ça va être compliqué, j'ai 4 heures, qu'est-ce que je fais? Donc je regarde la feuille, je regarde l'examinateur, et je me dis, bon Marion, prends sur toi, t'as 4 heures, il faut que tu fasses quelque chose, tu vas pas rendre feuille blanche. Donc je me lance, je gribouille des choses, et puis vient les 4 heures, je rends mes feuilles. Et puis je sors et j'entends des camarades de classe qui disent de toute manière, il y en a qui sont logiques et d'autres qui sont créatifs. Et c'est ce dont ils ont traité justement dans leur dissertation. Et ils expliquent même d'ailleurs qu'il y a des gens qui sont cerveau gauche et cerveau droit. Que ceux qui sont cerveau droit sont des gens plutôt créatifs. Et qu'à l'inverse, les gens qui sont cerveau gauche sont plutôt des gens qui vont être mathématiques, logiques, raisonnées. Donc je sors de cette salle et je me dis, bon, bah ils ont raison, moi je suis cerveau gauche, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai sauvé les meubles et puis advienne que pourra. Donc le temps passe et puis je me retrouve sur les bancs de la fac en cours de sciences cognitives. Donc voilà, j'arrive et puis je me rappellerai toujours notre prof justement de sciences cognitives, voilà, qui nous dit, bon, aujourd'hui on va déconstruire des mythes autour du cerveau. Je m'assois, je me dis ok, on va voir ce que ça donne. Et puis elle commence et elle dit, voilà, bon, il y a certaines personnes qui pensent qu'il y a des gens qui sont cerveau droit et cerveau gauche. Là je me dis bingo, je pense que ce qu'aurait pour moi. Et donc justement, cette prof discute et nous explique que c'est absolument faux. Il n'y a absolument pas des gens créatifs et à l'inverse des gens raisonnés ou logiques. Et que ce n'est absolument pas dû à une certaine partie de notre cerveau. Qu'en réalité, on utilise l'entièreté de notre cerveau. Et elle explique que ce mythe, justement, ce neuromythe, ce mythe que nous avons autour de nos propres pensées mentales, vient depuis les années 1800. Et donc là, je me dis, ok, mais comment ça depuis les années 1800? Qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, elle explique que Broca et Wernicke, donc deux chercheurs, ont mis à jour qu'une certaine partie du cerveau qui est localisée à gauche était attribuée au langage et qu'elle n'est pas présente à droite. Et donc, s'en est suivi après voilà, des
des discussions scientifiques sur le fait qu'il y avait des zones du cerveau qui étaient localisées et qu'il y avait certaines parties qui étaient attribuées à certaines fonctions. Or, concernant la créativité, il n'en est rien. Et elle expliquait même que la créativité n'est ni plus ni moins que le fait de pouvoir utiliser un élément de manière nouvelle et adaptée au contexte. Et que de ce fait-là, nous étions tous créatifs et donc que je l'étais aussi. C'est vraiment marrant parce que moi, c'est tout l'inverse. Quand j'étais en études supérieures, j'avais un carnet que j'appelais le carnet magique. À l'intérieur, c'était bourré de dessins, de couleurs. C'était vraiment, tout était visuel, une vraie œuvre d'art. Il était tellement célèbre qu'une fois, je l'ai perdu et une personne d'une autre promotion me l'a ramené parce qu'elle savait que c'était le mien, pour vous dire. Et donc, moi, à ces études supérieures, en fait, j'apprenais par le visuel. C'était comme ça que j'apprenais mes cours, que j'apprenais mes leçons. Et je suis persuadée que certains d'entre vous se sont déjà posé cette question, est-ce que j'ai une mémoire visuelle ou plutôt une mémoire auditive pour retenir les informations? Et ça, je l'ai cru pendant très longtemps, jusqu'à les sciences cognitives, toujours. En fait, c'est faux. On a des préférences dans notre apprentissage, certes, mais je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne la mémoire pour que vous puissiez comprendre. La première chose, c'est comment se crée un souvenir. Le souvenir de ce moment, par exemple, c'est de la lumière, c'est peut-être même une odeur, c'est vos visages, très intéressés. Et tout ça, ce sont des informations extérieures qui vont venir via mes organes sensoriels, donc mes yeux, mes oreilles, ma bouche. Et ça va se transformer en message nerveux, parce que notre cerveau, il faut qu'il comprenne ce qu'on lui donne comme information. Ça, c'est la première étape, ça s'appelle l'encodage. Une fois que donc, ces informations sont passées en message nerveux, elles vont aller dans deux zones spécifiques du cerveau, le thalamus. Donc, c'est des termes un peu compliqués, mais c'est juste une porte d'entrée dans le cerveau. Donc, les informations sensorielles ensuite sont distribuées vers d'autres zones et vers une deuxième zone très importante dans la mémoire, c'est l'hippocampe. L'hippocampe, une fois qu'il a reçu ces informations et qu'il les a encodées, il faut qu'il les stocke. Donc là, il va faire le passage de la mémoire à court terme, qui s'appelle maintenant mémoire de travail, à la mémoire à long terme. Sauf que le pauvre hippocampe, il ne peut pas retenir toutes les informations et les garder sur lui. Donc il va demander aux autres régions du cerveau à retenir les informations avec lui. Typiquement, le souvenir de vos visages, c'est visuel. L'hippocampe va l'envoyer dans la zone qui traite la vision de notre cerveau. Et hop, ça va créer un premier point. Donc ça, ce sont vos visages. Ensuite, pour les odeurs, pour la perception du son, pour tout ça, il va les envoyer dans les zones de l'audition, etc. Et ça va faire plusieurs points. Et en fait, ces points vont être reliés ensemble. C'est ce qu'on appelle la trace mnésique. En fait, c'est un chemin. C'est le chemin de ce souvenir précisément. Donc finalement, il n'y a pas un endroit dans la mémoire, un souvenir, il est éclaté dans le cerveau. C'est comme une grande toile d'araignée. Et c'est un peu la sensation de déjà-vu que j'expliquais tout à l'heure, c'est que si je refais une conférence plus tard avec peut-être la même luminosité, ça va m'activer le premier point que j'avais fixé dans mon cerveau et ça va en fait réactiver toute la toile d'araignée. Et bonne nouvelle, quand on répète des souvenirs, ils se renforcent. Donc tout ça pour dire que si on revient à la croyance que j'avais sur la mémoire visuelle et la mémoire auditive, en fait, toutes les études scientifiques prouvent qu'au contraire, il faut multiplier les entrées sensorielles, c'est-à-dire apprendre en lisant, en écrivant, en dansant, peu importe. Et plus vous allez entrer des informations sensorielles, plus votre chemin, votre toile d'araignée va être complexe, dur et profond dans le temps. Donc, je n'avais pas une mémoire visuelle, j'ai une préférence peut-être. Je suis peut-être une meilleure appétence que toi, Marion, sur la créativité, même si j'entends bien qu'on n'est pas tous rationnels, irrationnels. Et donc, je fais le lien. En parlant de mémoire, je vais vous rappeler, je vais me rappeler avec vous d'un autre souvenir. Je vais utiliser ma mémoire à moi, ma Madeleine de Proust. Cette fois-ci, je vais vous parler de sommeil, et plus particulièrement de fatigue. Il y en a peut-être dans cette salle qui seront aussi concernés. Quand j'étais plus jeune, je prenais le bus scolaire. Voilà. Donc, j'habitais dans un petit village et donc tous les matins, j'avais 45 minutes de bus pour aller au lycée et pour aller au collège. Donc, c'est vrai que c'était un petit peu long.
Et il faut savoir que le bus venait me chercher à 7 heures le matin. Donc tous les matins, voilà, mon réveil sonnait à 5h45. Donc peut-être qu'il y en a qui trouveront ça normal. Pour moi, ça ne l'était absolument pas. Et donc voilà, j'étais dans un rythme qui n'était pas le mien et j'étais très fatiguée constamment. Donc j'arrivais à mon bus à 7 heures le matin, sachant qu'en plus mes parents habitent en station de ski. Donc il y avait souvent de la neige, donc voilà, il faisait très froid. Voilà, on n'était pas, c'était compliqué de prendre le bus le matin à 7 heures. Et donc en fait, je me rendormais. J'arrivais dans le bus à 7 heures et je me réveillais à 7h45 au moment où on arrivait au lycée. Et c'était la même chose le soir. Donc on arrivait au bus à 17h30 et je me rendormais dans le bus et j'arrivais pas à tenir, j'étais tout le temps constamment fatiguée. Et la seule chose que j'attendais la semaine justement, et notamment quand le réveil sonnait le matin, c'était le week-end où je me disais je vais enfin pouvoir dormir. Et donc j'arrivais à faire des grasses mat jusqu'à 11h, midi, voire même parfois 13h quand vraiment j'étais fatiguée. Et j'étais persuadée que c'était grâce à ça que je rattrapais justement tout le sommeil que j'avais perdu tout au long de la semaine avec le rythme qui n'était pas forcément adapté, qui n'était pas forcément le mien. Et donc, justement, dans ce cours dont je vous parlais tout à l'heure, de cette professeure qui nous a expliqué les mythes qu'on peut avoir autour de notre cerveau, j'ai appris que c'était complètement faux et qu'on ne rattrapait absolument pas son sommeil. Et donc moi, toutes ces années qui pensaient que c'était une bonne chose de dormir le matin dans le bus, en réalité, c'était plus nuancé. Effectivement, lorsque vous dormez la nuit, il y a différents cycles de sommeil qui s'enchaînent, avec des alternances entre du sommeil léger, du sommeil profond et du sommeil paradoxal. Et le fait de s'endormir, de faire des siestes, courtes ou longues, va venir nous faire rentrer dans certains cycles, mais ça ne correspondra jamais à un cycle entier qui sera inclus dans une vraie et une réelle nuit de sommeil. Et en réalité, une sieste, oui, ça va nous permettre de gagner en vigilance et en ressources attentionnelles. Donc le fait de faire une sieste de 20 minutes, vous allez effectivement gagner du temps et gagner de l'énergie pour vous remettre dans une tâche qui va suivre. Pour autant, vous n'avez absolument pas rattrapé le temps que vous avez perdu sur votre nuit de sommeil. Voire même pire, et donc c'est là où mon monde s'est effondré, par rapport à la grasse mat du dimanche matin ou du samedi matin. En réalité, le fait de dormir aussi tard va venir carrément perturber notre horloge biologique et c'est cette chose qui va venir créer de la fatigue et la créer de plus en plus dans le temps. Effectivement, le fait de faire une grasse mat va venir perturber notre rythme biologique. Et c'est le fait de perturber le rythme biologique qui nous fait emmagasiner de la fatigue. Donc là, c'est un monde qui s'est écroulé. Donc oui, il faut faire des siestes, mais ça ne rattrapera jamais la nuit. Par curiosité, qui dans la salle à main levée pensait qu'en faisant une grasse matinée, on rattrapait le sommeil? Moi, la première. Et alors, pourquoi est-ce qu'on croit à ces choses-là? Qui nous les a dites? Entre cerveau gauche, cerveau droit, la mémoire visuelle auditive, entre récupérer son sommeil? Eh bien, vous êtes dans le monde des neuromythes. Donc, c'est ces fausses croyances très populaires qui se répandent à une vitesse monstrueuse, encore plus avec les nouvelles technologies d'aujourd'hui, sur notre cerveau. En fait, on est entré dans une ère où la science a accès de plus en plus aux connaissances scientifiques, aux mécanismes du cerveau. Sauf que pour pouvoir transmettre ces informations, souvent on les vulgarise, on les simplifie. On les simplifie tellement qu'elles en deviennent erronées. Il y a plusieurs choses. Donc, on va faire premièrement des observations et on va tirer des conclusions. La deuxième chose, c'est qu'on va penser qu'on peut expliquer simplement des choses très complexes, comme le cerveau. La troisième chose, et pour moi c'est celle qui est la plus importante parce que j'y fais une grande vigilance, ce sont les sources d'information. On a aujourd'hui une confiance exagérée dans les sources d'information, les médias, les articles, les films. Je suis certaine que si vous faites l'exercice et que vous prenez votre téléphone maintenant, vous tapez « Est-ce que je suis cerveau gauche ou cerveau droit ?», vous allez tomber sur 50 sites pour vous prouver et vous tester là-dessus. Je suis certaine que si vous tapez sur Internet « Est-ce que j'ai une mémoire visuelle ou auditive ?», vous allez trouver des centaines d'articles dessus. Parce que la science, c'est un monde très obscur, opaque, ésotérique, difficile d'accès et difficile à expliquer et à transmettre aussi. Mais il y a aussi une dernière chose, c'est qu'on est biaisé. Voilà.
Vous avez peut-être déjà entendu parler des biais cognitifs. Les biais cognitifs, ce sont des raccourcis de pensée. C'est des schémas de pensée qu'on pense rationnels alors qu'ils ne le sont pas du tout. Il y en a un qui est très connu qui s'appelle le biais de confirmation. C'est qu'on va avoir tendance à aller chercher toujours les informations qui confirment ce qu'on pense et aussi à rejeter celles qui infirment nos croyances. Par exemple, je pourrais très bien aller sur Google, taper « Est-ce que je peux récupérer mon sommeil avec une grasse matinée ?» et puis descendre, et paf, je trouve un site qui me le montre. Ben, je vais aller voir Marion, je vais dire « Tu vois, tu avais tort et moi j'avais raison. » Ça, c'est le biais de confirmation. Ça peut être quand on dit à des amis ce week-end il y a orage, on va aller chercher le 10e lien météo qui montre qu'il y a orage. C'est toutes ces choses-là. Le biais de confirmation, il y en a d'autres, il y a le biais de conformisme. Si tout le monde dit qu'on a une mémoire visuelle ou une mémoire auditive, alors je m'y conforme. Certainement que c'est vrai. Donc les biais cognitifs, ils sont présents dans notre vie et il faut les voir comme un petit peu des illusions d'optique. Notre cerveau va chercher de la cohérence dans le monde, il va faire des raccourcis, il est fainéant, il n'a pas envie de se dépenser trop. Les illusions d'optique, est-ce que vous voyez ces cercles qui tournent alors qu'en réalité ça ne tourne pas? Eh bien, c'est un peu pareil. Ces biais cognitifs, ils sont chez nous, ils sont présents, et ils sont automatiques, très rapides. Mais comme les illusions d'optique, on a beau savoir qu'on les a, on est quand même victime. Alors voilà, on a fait le choix de vous parler de nous ce soir et de nos fausses croyances. Et vous, quelles sont les vôtres?